audition. Donc, mesdames, messieurs, les chers collègues, nous lançons aujourd'hui l'étude de la délégation sénatoriale de l'Outre-mer sur l'adaptation des modes d'action de l'État dans les Outre-mer. Philippe Bas, sénateur de la Manche, et Victorin Lurel, sénateur de Guadeloupe, ont bien voulu en être les rapporteurs et je vous en remercie. Pour notre première audition, nous avons convié les auteurs de la dernière étude annuelle du Conseil d'État au titre explicite « L'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique, un enjeu d'efficacité et une exigence démographique ». Ces auteurs ont bien voulu répondre à notre invitation et je vous en remercie infiniment. Madame la présidente de la section du rapport et des études, Madame Martine Boisdeffre, Monsieur le président adjoint et rapporteur général de cette section, Monsieur Fabien Reynaud, et la rapporteure générale adjointe, Madame Mélanie Villiers. Donc, je vais vous laisser la parole, Madame la présidente, pour un propos introductif que vous m'avez annoncé un peu lent, mais nous sommes à votre écoute et nous poursuivrons par l'intervention des rapporteurs et puis des questions dans la salle. Merci à vous. Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les membres de la délégation, je voudrais tout d'abord, en notre nom à tous les trois, vous remercier de nous avoir invités à intervenir aujourd'hui dans le cadre donc de l'étude de la délégation sur l'adaptation des modes d'action de l'État dans l'outre-mer. Je vous remercie d'autant plus vivement que j'apprends que nous ouvrons, si j'ose dire, les auditions. Donc l'honneur en est redoublé. Je vous remercie aussi de l'intérêt que vous portez à l'étude annuelle donc du Conseil d'État de 2023 dont vous avez rappelé le titre. Nous accordons en effet beaucoup d'importance aux relations entretenues avec le Sénat et j'espère que le changement que nous avons introduit dans la façon dont nous sommes assis n'a pas été considéré comme une tentative de prise de pouvoir ou un empiètement sur votre indépendance, mais au contraire, comme le souhait de pouvoir nous adresser à l'ensemble des sénatrices et des sénateurs présents. Les rencontres entre les parlementaires et les membres du Conseil d'État sont en effet à nos yeux essentielles pour assurer la compréhension et plus largement la confiance entre nos institutions. Je suis donc accompagnée de Fabien Reynaud, président adjoint de la section du rapport et des études, rapporteur général de l'étude 2023, et de Mélanie Villiers, rapporteur général adjointe de cette étude. Ils se tiennent, comme voix, à votre disposition. Vous nous avez envoyé au préalable un questionnaire. Et je voudrais d'emblée préciser, et cela ne vous étonnera pas, que nous sommes là pour exprimer la position que le Conseil d'État a adoptée dans le cadre de l'étude sur le dernier kilomètre. Il nous sera donc impossible de répondre à des questions qu'il n'a pas abordées et encore moins de vous faire part de nos opinions personnelles sur tel ou tel point. Nous ne sommes devant vous que les porte-paroles du Conseil d'État et de sa collégialité. Ce qui n'est pas rien, mais c'est cela seulement. Vous connaissez nos études, et je n'y reviendrai pas, sauf si vous aviez des questions postérieurement. Vous avez lu l'étude annuelle 2023, à raison de laquelle vous avez souhaité nous entendre. Mon propos consistera donc, Madame la Présidente, à répondre en fait aux 4 premières questions qui nous semblaient d'une ampleur telle qu'elle répondait aussi peut-être à la fois à l'état d'esprit dans lequel nous avions travaillé et à la méthode que nous avions suivie. Donc, je vais aborder successivement les 4 premières questions. Tout d'abord, comment décliner outre-mer le renouvellement des modes de conception, de mise en œuvre et de fonctionnement de l'État que l'étude appelle de ses voeux. Notre étude, vous l'avez vu ou vous le verrez, a un champ très vaste, car nous avons décidé d'adopter une vision transversale aux politiques publiques, aux services publics, à l'action publique en général sur l'ensemble du territoire français. Et donc, nous nous sommes intéressés à l'outre-mer. Quelques exemples. Nous avons réalisé de nombreuses auditions et avons entendu des acteurs du dernier kilomètre outre-mer, des élus d'outre-mer, comme Stéphane Artano, sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, Motaï Brotherson, député de la Polynésie française, le préfet de la Réunion, Jérôme Filippini,
et la sous-préfète chargée dans la même île de la cohésion sociale et de la jeunesse, des directeurs d'administration, le directeur général de l'ARS de Mayotte, monsieur le sénateur, également donc Olivier Brahic, le directeur de la DEAL Réunion, Philippe Gramont, la secrétaire générale pour les affaires régionales de la Réunion, Nathalie Infante. Nous avons également auditionné les tribunaux administratifs d'outre-mer, avec d'autres, par l'envoi d'un questionnaire que nous avons adressé à tous les tribunaux administratifs pour essayer de mesurer quelle était l'efficacité du dernier kilomètre de la juridiction administrative. Mais nous avons d'ailleurs auditionné également le président du tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. En centrale, nous avons entendu le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, la directrice de la Direction générale des Outre-mer et un certain nombre de ses collaborateurs. Mais ce sur quoi je dois insister, c'est que, une fois le constat établi dans la première partie de notre étude d'un fossé qui s'est creusé entre l'action publique et les usagers sur l'ensemble du territoire, la métropole et les Outre-mer, sans que nous ayons fait un sort particulier aux Outre-mer, de la même façon, les propositions que nous formulons dans la seconde partie ont vocation, à nos yeux, à s'appliquer tant en métropole qu'outre-mer. Elles concernent l'État, administration centrale comme service déconcentré, mais également les autres acteurs du dernier kilomètre, comme les collectivités territoriales. Pour répondre donc très précisément à la première question, l'étude n'émet pas de recommandations spécifiques à l'outre-mer. Elle préconise, elle propose un changement de méthode qui, pour nous, vaut sur l'ensemble du territoire, y compris ultramarin. Pour combler le fossé que nous constatons entre les usagers de l'action publique, le Conseil d'État formule 12 propositions, toutes tirées, j'y insiste, de bonnes pratiques que nous avons recueillies lors des auditions et observées sur le terrain. Je précise quand même que nous ne sommes pas allés outre-mer, nous sommes allés sur le terrain en métropole, mais nous n'avons pas fait de déplacement outre-mer. L'enjeu donc pour nous consiste, à partir des bonnes pratiques constatées, relevées et mises en lumière, à changer de braquet. Ces 12 propositions assument une ambition modeste. Modeste, car aucune n'est complètement originale, mais ambition, car il nous semble que leur mise en œuvre, conjointe et complète, supposera un effort de tous les acteurs et des usagers eux-mêmes. Ces 12 propositions visent à renouer avec une culture du service, en rendant les acteurs et les usagers acteurs de ce changement. Elles s'articulent autour de 3 axes essentiels pour assurer, à nos yeux, la mise en œuvre du dernier kilomètre de l'action publique, un impératif de proximité, un besoin de pragmatisme et un maître mot, la confiance. De notre étude, il ressort, et cela vaut particulièrement, à notre avis, pour les territoires ultramarins, il ressort donc qu'il faut penser, pardonnez-moi cette expression un peu familière, qu'il faut penser à l'atterrissage de l'action publique dès le départ et dans tous les endroits où elle va se déployer. Il faut donc se poser la question concrète de comment atteint-on celui que nous avons appelé l'usager de façon générique, qui peut être un bénéficiaire de politique publique ou un usager de service public. Et tout particulièrement, se poser la question dès le départ pour l'outre-mer. Pourquoi ? Parce que les parlementaires représentant les outre-mer que nous avons auditionnés nous ont indiqué à cet égard qu'il leur revenait souvent d'appeler l'attention des gouvernements, c'est une façon un peu générique que je vais utiliser pour m'exprimer, sur le fait qu'il fallait penser aux outre-mer. Donc, de même que nous disons qu'il faut penser le premier kilomètre dès le dernier kilomètre, il faut penser le premier kilomètre aux outre-mer, ou le premier kilomètre des usagers de l'outre-mer, il faut penser le dernier kilomètre, qui est aussi le premier kilomètre des usagers des outre-mer, dès le premier kilomètre de la conception et de la mise en œuvre d'une politique publique, d'un dispositif ou d'un formulaire. Nous avons également constaté, puisque nous nous sommes intéressés à ce qui s'était passé pendant le Covid, qu'une chaîne courte a existé entre le ministère de l'Outre-mer et les acteurs ultramarins, qui a constitué sans doute un atout
pour la mise en œuvre du dernier kilomètre de l'action publique, à ce moment très particulier, en générant davantage de fluidité, peut-être des allers-retours plus fréquents, y compris par rapport à ce qui pouvait se passer en métropole. Alors, je voudrais indiquer simplement 2 exemples tirés donc des auditions que nous avons retenues et qui illustrent bien certains aspects de nos propositions. Nous avons indiqué, et il s'agit des propositions 5 à 8, qu'il importait de concevoir les politiques publiques avec les usagers et les acteurs publics. Et à cet égard, nous avons, je crois qu'il y a au moins 2 personnes venant de Guadeloupe ici, nous avons signalé le cas de l'école Louis-Andréa de Bémao, en Guadeloupe, où l'équipe pédagogique a mis en place avec succès, depuis plusieurs années, des moyens de travail collectifs entre enseignants pour s'efforcer d'apporter des réponses adaptées aux difficultés repérées parmi les élèves. Donc, vous voyez, quelque chose d'interactif, un dispositif qui a été reconnu par les services académiques sous le nom d'IDEAS pour identifier, diagnostiquer, s'engager, accompagner et être accompagné, suivre des jalons. De la même façon, à propos de la proposition numéro 11 que nous faisons, qui va dans le sens d'une logique de coopération et qui préconise la logique des guichets uniques ou intégrés au débat sur la gouvernance, nous avons relevé en Outre-mer des pratiques intéressantes, notamment dans les mairies polynésiennes. En Polynésie, en effet, le député Brotherson nous a dit combien la mairie est importante pour les usagers. Elle l'est bien entendu aussi en métropole, et nous l'avons souvent dit et répété dans toutes nos études, et nous avons souligné que la mairie est le maire sont un des acteurs essentiels du dernier kilomètre, aux yeux d'ailleurs de nos concitoyens. Mais en Polynésie, la mairie est aussi un lieu de vie pour les Polynésiens, où on vient y prendre le café, se retrouver, discuter. Et donc, il a été décidé d'amener les services publics là où sont les personnes, dans une logique du aller vers. La mairie, acteur majeur du dernier kilomètre, regroupe ainsi différents services. On peut même dire qu'on y regroupe un peu tout, dans une logique de guichet intégré, au service, dans la plus grande proximité de tous. Cela montre aussi l'importance du rôle des élus locaux que nous signalons de façon répétée depuis notre étude sur la citoyenneté en 2018 ou dans celle sur les états d'urgence de 2021. Deuxième question, avons-nous identifié de vraies spécificités de l'action de l'État dans les Outre-mer ? Dans la même logique que la réponse à la première question, l'étude n'identifie pas en tant que telle des spécificités de l'action de l'État dans les Outre-mer. Et ce n'était pas notre objectif. Elle s'attache à analyser, je le répète, si telle ou telle action publique atteint les destinataires qu'elle a elle-même déterminés. Si oui, grâce à quoi, et sinon, à cause de quoi. Nous avons donc travaillé sans considération a priori du territoire que l'action publique concerne. Même si, pour avoir une approche territoriale fine, nous sommes allés sur le terrain, mais en métropole, rencontrer usagers et acteurs de proximité dans le Nord, en Maine-et-Loire, dans la Drôme, dans l'Hérault, avec le concours des préfectures et des sous-préfectures. Nous avons également pris en compte les spécificités et parfois les fragilités de certains territoires, zones rurales, quartiers urbains sensibles, et nous sommes intéressés aux territoires ultramarins. Et nous avons pu constater, c'est donc dans notre étude, que l'État a pris des initiatives depuis une dizaine d'années pour lutter contre le sentiment de relégation de certains territoires. Et je pense notamment, en ce qui concerne les Outre-mer, à la loi de programmation relative à l'égalité réelle Outre-mer, loi EROM, de février 2017, qui a été adoptée, vous le savez mieux que moi, avec pour objectif de réduire les écarts de niveau de vie et de situation avec l'Hexagone. Ces écarts, et pardonnez-moi, j'enfonce devant vous une porte que vous connaissez bien et une porte ouverte, sont en effet très importants. C'est le cas en termes de richesse par habitant, d'écart de prix avec la métropole,
de taux de décrochage scolaire 2 fois plus élevé qu'en métropole, de taux de chômage très supérieur à la moyenne nationale et de taux de pauvreté. Une personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté aux Antilles et en Guyane, les territoires les plus durement touchés étant la Guyane et Mayotte. De même, nous savons que les conditions d'accès des ultramarins à certains services essentiels sont souvent insuffisantes. Les plans de convergence établis en application de la loi EROM sur 10 ou 20 ans se fixent pour objectif de réduire ces écarts de développement à horizon de 20 ou 30 ans, tout en tenant compte des spécificités des territoires ultramarins. L'État a par ailleurs, et nous nous en faisons l'écho, développé une logique là aussi, ou une démarche que nous proposons de généraliser, le aller vers, voire le allécher, dans certains territoires d'outre-mer. Nous citons par exemple les audiences foraines de justice en Polynésie française. Nous citons aussi, toujours pour le ministère de la Justice, la mise en place avec le ministère de l'Intérieur d'une pirogue du droit en Guyane, à laquelle participent avocats, juristes et magistrats administratifs ou judiciaires, et des pirogues rattachées aux sous-préfectures de Saint-Laurent-du-Maroni et de Saint-Georges de l'Oyapock. Troisième question relative aux politiques publiques les moins bien déployées dans l'Hexagone et dans les Outre-mer, et raison du constat. Au terme de l'étude, et c'est là aussi un constat général que nous portons, force est de constater que malgré des progrès certains, l'action publique ne parvient pas, dans un certain nombre de cas, à atteindre effectivement le dernier kilomètre jusqu'au public qu'elle vise, jusqu'aux usagers au sens générique du terme. Ce fossé, nous l'avons constaté, sans phare ni complaisance. Nous nous sommes efforcés d'en rechercher les causes, directes et indirectes, notamment dans les conditions de mise en œuvre de l'action publique, encore trop souvent caractérisée par sa verticalité, par le poids des normes. Vous savez que c'est une préoccupation que nous avons en commun, mais également par la complexité qui trop souvent pèse sur les usagers. Vous pourrez, à cet égard, vous reporter aux 26 encarts qui jalonnent l'étude et qui font pleinement saisir ce qui fait une action publique plus ou moins efficace quant à l'atteinte, si j'ose dire, des usagers qu'elle vise. Nous avons donc pointé des réussites et des échecs, à partir toujours, je tiens à le dire, d'exemples qui nous ont été donnés dans les auditions, dans nos déplacements sur le terrain. Donc les échecs, je vais me borner à les citer, on y reviendra s'il le faut, pour les échecs, si j'ose dire, qui sont un peu partout. En revanche, je m'appuierai un peu plus et je m'attarderai un peu plus sur ce qui est plus spécifique à l'outre-mer. Certains échecs, donc, sont, si j'ose dire, un peu partout. Le chèque énergie qui, donc quand même, 1/5 des personnes qui y ont droit n'y recourent pas. Tout simplement parce que chèque énergie, ça donne l'impression que vous allez avoir immédiatement un chèque qui est pour vous, alors qu'il s'agit en réalité de payer le fournisseur d'électricité ou d'énergie. Nous avons aussi des dispositifs qui font l'effet d'une boîte noire ou d'une gare de triage pour les usagers. Nous avons pensé à Parcoursup qui régule l'enseignement supérieur, mais derrière, il y a le problème de toute façon des places accessibles et des places existantes. Nous avons également mis en évidence les difficultés à remplir certains formulaires et qui, s'ils sont en plus dématérialisés, combinent, non pas pour tous nos concitoyens, la dématérialisation est un succès pour beaucoup d'entre eux, mais enfin quand même, la Défenseure des droits mettant en avant 13 millions de personnes atteintes par l'électronisme, pour quand même une assez forte minorité d'entre eux, rend très difficile l'accès ou empêche l'accès à certains dispositifs. Il en est d'autres encore, sur lesquels je ne reviendrai pas, mais passons peut-être à des exemples plus spécifiquement tirés de l'outre-mer, et je le répète, que nous avons entendus, que nous avons recueillis, et auxquels nous avons souhaité donner un écho dans notre étude. La carte vitale pour les étudiants venant de Polynésie. Je ne vais rien vous apprendre, mais ça nous a quand même frappé. Et donc, je veux vous en parler. Les jeunes quittant la Polynésie pour la métropole
afin d'y poursuivre leurs études, découvrent, pardonnez-moi, les joies, entre guillemets, d'un nouveau système de sécurité sociale. La Polynésie étant au titre de son statut de collectivité d'outre-mer, autonome et compétente en la matière. Obligation leur est alors faite de cocher la case étranger de passage sur le formulaire à remplir pour obtenir une carte vitale. Cela nous a plongé dans la perplexité. Et ce, en dépit des nombreuses interventions des élus et parlementaires du territoire pour le faire évoluer. Par ailleurs, combien ne votent pas, faute d'avoir pu s'inscrire à temps sur les listes électorales de leur nouvelle commune de résidence? La rationalisation des administrations territoriales que nous avons constatée, sans en contester bien souvent le bien fondé, la légitimité, mais rencontre des limites. Nous avons relevé, par exemple, excusez-moi, je vais encore parler de la Polynésie, mais l'exemple de la fermeture des maternités, incontestable pour des raisons de sécurité, mais qui a eu des effets collatéraux en Outre-mer et tout particulièrement donc en Polynésie. En effet, alors qu'il était possible autrefois d'accoucher dans les atolls, les autorités sanitaires ont fait le choix de regrouper, et je le répète pour des raisons tout à fait légitimes et qu'on comprend bien, que nous, femmes, en particulier, pardonnez-moi ce petit développement, nous comprenons. Donc, pour des raisons de sécurité, on a regroupé l'essentiel des accouchements à Tahiti. Il en résulte deux conséquences fortes, et peut-être d'un point de vue symbolique, mais fortes pour les Polynésiens. D'abord, les motifs sanitaires affectent les coutumes du territoire, notamment celles consistant à planter un arbre sur le placenta de la mère à la naissance d'un enfant. Et par ailleurs, tous les enfants sont désormais enregistrés au registre d'état civil de Papeete. Dernier exemple, le pass culture. Le pass culture, nous considérons que globalement, c'est un succès. Et parce que non seulement il va vers les personnes, mais qu'il donne en quelque sorte un pouvoir aux usagers, parce qu'avec ce pass, ils vont choisir telle ou telle dimension de la culture. Mais nous signalons que le niveau d'appropriation du dispositif est encore très inégal selon les territoires. Les jeunes des villes activent davantage leur pass culture que les jeunes du monde rural, en raison notamment d'un accès plus difficile aux offres culturelles. Les résultats sont encore plus mitigés outre-mer. Je dirais simplement que 4% des jeunes Mahorais utilisent le pass culture contre 84% à Paris. Mais il y a aussi des succès. Des succès sur l'ensemble du territoire. Le prélèvement à la source, par exemple, dont toutes les personnes que nous avons rencontrées, que nous en avons parlé, ont présenté comme un succès. En ce qui concerne les Outre-mer, il y a des succès aussi qu'il faut souligner et qui ont inspiré ensuite nos propositions. D'abord, les maisons France Service. Les maisons France Service qui ont atteint maintenant leur objectif, qui était de 2500 labellisations. Il y a aujourd'hui, en 2022, 2543 espaces France Service étaient labellisés, dont les 2/3 dans des communes rurales et 112 dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Martin. 99% des Français sont ainsi à moins de 30 minutes d'une maison France Service et 99% des Français sont ainsi à moins de 30 minutes d'une maison France Service et 90% à moins de 20 minutes. Je ne reviens pas sur les expériences et les succès que j'ai déjà mentionnés de l'aller vers, tels que les mairies, les audiences foraines de justice en Polynésie ou les pirogues en Guyane. Je voudrais citer une initiative locale, a priori plus étonnante. Il ne s'agit pas pour moi du tout de contester le fait que le français est la langue de la République, en fait, la disposition constitutionnelle. Mais le préfet de la Réunion, que nous avons auditionné, nous a indiqué qu'il n'a pas hésité à communiquer en créole sur les réseaux sociaux pendant la crise sanitaire. Il s'agissait pour lui d'être sûr d'être entendu par tous. Et de la même façon que nous disons justement que la proximité, nous y reviendrons dans les réponses aux autres questions, que la proximité, c'est aussi de
parler aux gens et de parler de la façon la plus adaptée et d'une façon compréhensible, eh bien là, pour lui, et il nous l'a expliqué, il s'agissait donc d'être entendu par les habitants, de les atteindre et finalement d'adapter l'action publique et même la communication publique en période de circonstances exceptionnelles. La 4e question, et je vais donc terminer ce propos qui j'espère n'est pas trop long, pose la question de savoir si une nouvelle organisation déconcentrée de l'État serait une des clés de la réussite du dernier kilomètre et quelle réforme serait prioritaire outre-mer. Je crains de vous décevoir en vous disant que nous avons raisonné à organisation et à moyens constants, car nous avons considéré que nous n'étions pas légitimes pour préconiser une organisation territoriale de la France pour porter un jugement sur l'organisation actuelle. Nous nous bornons à constater, dans la première partie de notre étude, que les réformes de l'État, la rationalisation des administrations territoriales à partir de 2010, ont profondément changé le visage de l'État sur le terrain. Les préfectures et sous-préfectures ne sont plus le lieu de contact de l'administration avec les citoyens. La Direction générale des finances publiques a profondément restructuré son réseau, etc. Nous ne proposons donc pas pour autant de réformer l'organisation déconcentrée de l'État. Il ne nous appartient pas de le faire, il faut connaître ses limites, ni de porter un jugement sur telle ou telle politique publique ou telle réforme de l'État, passée ou à venir. En revanche, ce que nous disons, c'est qu'il est important de penser dès l'amont d'une réforme aux moyens qui seront nécessaires pour la mener à bien. Penser, selon une formule encore plus familière, ou plus terre-à-terre, si j'ose dire, que le dernier kilomètre, penser l'atterrissage d'une politique publique, d'un dispositif, d'un formulaire. Comment va-t-il atterrir ? Donc, quels moyens faut-il ? Moyens personnels, moyens budgétaires. Il faut penser l'intendance dès le début et ne pas se dire qu'elle suivra. Penser les difficultés dès l'amont. C'est du bon sens. Mais il nous semble que s'il était mis en œuvre dans une logique de plus grande coopération et de subsidiarité, cela produirait des améliorations importantes. Or, si l'on améliore ce dernier kilomètre des services publics, des politiques publiques, de l'action publique, il nous semble que non seulement l'on est plus efficace, mais que l'on renforce la confiance de nos concitoyens dans la dite politique publique. Je voudrais ensuite vous dire que nos propositions sont un tout, et un tout effectivement qui s'appliquerait pour nous à tous les territoires, y compris ultramarins, en tenant compte après de la nécessité, point par point, de faire du sur-mesure. Ça, nous ne le nions absolument pas, parce que les réponses sont en fonction de telle ou telle situation. La méthode doit rester la même, mais les réponses concrètes peuvent être différentes. Ce n'est donc, comme nous avons coutume de le dire, qu'une sorte de discours de la méthode que nous tenons, mais nous considérons que si vraiment ce que nous proposons était mis en œuvre, cela induirait un changement profond. Cela permettrait de redonner la parole aux agents, aux acteurs publics de terrain, mais également aux usagers. Cela supposerait qu'on leur fasse confiance, et c'est le maître mot. Je ne peux donc pas vous dire quelle réforme serait prioritaire en Outre-mer. Nous proposons plutôt de mettre en œuvre ensemble les propositions formulées et surtout de penser l'Outre-mer dès le début et de penser le dernier kilomètre dans les Outre-mer dès le premier kilomètre de la conception d'une politique publique, de la réflexion sur un dispositif ou même de l'élaboration d'un formulaire. Je vous ai donné tout à l'heure un exemple un peu surprenant. Merci infiniment, Madame la Présidente. Merci, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs et tout particulièrement Messieurs les rapporteurs. Et pardonnez-moi d'avoir été un peu longue, mais j'ai traité ainsi, je l'espère. Cela ne vous empêchera pas de nous poser évidemment d'autres questions, les 4 premières questions que vous nous aviez posées. Merci, Madame la Présidente, pour ce propos liminaire qui était très, très, très riche. Je vais, sans plus attendre, laisser la parole au ministre Philippe Bas,
et puis après notre deuxième rapporteur, Victorin Lurel. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Présidente de votre exposé, très éclairant. Ce serait intéressant que le Conseil d'État un jour, mais nous ne prétendons pas infléchir votre programme, se penche spécifiquement sur le champ des adaptations possibles de la législation aux exigences de l'action de l'État outre-mer. Le Conseil d'État nous a déjà bien aidés dans les années récentes, et j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Malheureusement, notre collègue Thani Mohamed Soili n'est pas là pour en témoigner. C'est l'examen que le Conseil d'État a fait de la proposition de loi qu'il avait déposée pour adapter le Code de la nationalité aux spécificités de la situation à Mayotte. C'était très intéressant parce que nous doutions les uns et les autres, et les auteurs de la proposition de loi les premiers, de la possibilité de mettre sur le compte des adaptations prévues par l'article 73 de la Constitution les entorses au droit du sol que la proposition de loi voulait faire. Et vous avez trouvé, avec les auteurs de la proposition de loi, une solution, ce qui prouve d'ailleurs que cette collaboration entre le Parlement et le Conseil d'État sur les propositions de loi peut être très féconde. Il nous arrive de sous-estimer l'ampleur des possibilités d'adaptation que la Constitution nous permet d'explorer. Et c'est dommage. Il est vrai qu'il y a aussi une jurisprudence du Conseil constitutionnel et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais nous rencontrons, et nos collègues élus d'outre-mer les connaissent bien, beaucoup d'obstacles à l'efficacité de l'action de l'État d'ordre juridique. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces obstacles, mais j'ai eu l'occasion, par exemple, et notre collègue patient pourra, je parle sous son contrôle et avec prudence, me démentir. Je me souviens d'un déplacement de la commission des lois en Guyane qui était très instructif. Je vous cite des anecdotes. Une institutrice dans la forêt amazonienne prépare au baccalauréat un élève qui n'a pas pu se rendre à Cayenne pour poursuivre ses études. Elle est sanctionnée. Elle n'a pas les qualifications nécessaires. Son élève a obtenu le baccalauréat. Mais elle n'aurait pas dû le préparer. Alors, on se dit, ben tiens, peut-être qu'on pourrait adapter, parce que c'était une œuvre utile et même une bonne action, qu'on pourrait adapter nos règles. Je prends un exemple très simple parce que, de même que votre exemple sur la carte vitale était très parlant, celui-là me paraît éloquent. Nous avons en Guyane, aussi dans la forêt amazonienne, des orpailleurs, souvent brésiliens. Ils arrivent avec de véritables commandos armés, des bases vie, et c'est parfois l'armée française qui intervient. Mais si on veut les poursuivre pour les délits qu'ils ont commis, il nous faut des officiers de police judiciaire. Ça n'est pas du tout le genre de formation qu'on donne à nos militaires, évidemment. Comment faire pour adapter la procédure pénale aux exigences de la lutte contre les orpailleurs en Guyane? Je cite des exemples que je connais parce qu'il y en a sûrement beaucoup d'autres que je ne connais pas. Nous avons à Saint-Laurent-du-Maroni de très nombreuses reconnaissances de paternité frauduleuses faites par des Français. Comment peut-on lutter contre cela avec la loi nationale qui n'a pas du tout intégré ce type de préoccupation? Et je crois que si chacun de mes collègues d'outre-mer ou qui a l'expérience de l'outre-mer voulait citer des exemples, on en ferait ce soir une liste considérable. Mais à chaque fois, on va se demander si nous établissons une proposition de loi ou si le gouvernement devait établir un projet de loi pour traiter ce type de difficultés. On est très craintif, on a peur de mal faire. Voilà, je voulais vous demander, d'une part, si
vous étiez prêt à ouvrir, le moment venu, une réflexion d'ensemble pour nous aider. À défaut, vous serez certainement ouvert à un travail avec nous si nous déposions une proposition de loi, après avoir travaillé pendant, Madame la Présidente, vous nous direz combien de temps vous nous donnez, mais enfin, certainement de nombreux mois, sur un inventaire à l'après-vert de propositions très diverses, procédure pénale, éducation nationale, droit civil. Il y a beaucoup de domaines pour lesquels des adaptations seraient nécessaires. Il faudrait que ça rentre dans les adaptations de l'article 73. Sinon, nous réfléchissons par ailleurs, évidemment, à des évolutions constitutionnelles, mais nous savons combien c'est difficile de les faire aboutir. Alors, c'est à peine une question, c'est une remarque pour ouvrir un dialogue avec vous sur la base de ces considérations, dont certaines, évidemment, sont assez concrètes, voire basiques. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre Victorin. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le rapporteur, j'allais dire que j'ai lu cursivement le rapport que vous avez commis. J'ai fait l'effort de bien regarder et de bien lire, enfin pas tout. Mais j'ai bien compris le sens des propositions que vous faites et de l'engagement pris par le Conseil d'État, notamment sur les études d'impact et les évaluations dites préalables. Moi, j'ai une question, puisque vous avez placé vos propositions sous un triptyque, proximité, pragmatisme et confiance. Comment être proche quand on est éloigné? Je dis ça, c'est même pas une boutade. Au-delà du statut de la Nouvelle-Calédonie, c'est 22 000 kilomètres. Wallis et Futuna, c'est tout autant. La Polynésie, ça va être 20 000 kilomètres. Chez moi, c'est à peu près 7 500 kilomètres. Bon. Comment décliner de manière décentralisée, déconcentrée, voire différenciée, une politique publique unique et qui se voudrait uniforme? Comment le faire sans pour autant mettre en cause l'unité de la norme? Comment le faire aujourd'hui? Et ça, on a souvent quelques soucis. Au point que, si on va un peu plus loin dans l'analyse, moi j'ai été ministre, Philippe Bal a été. Vous prenez une politique et vous discutez de la façon de la décliner, de l'exécuter. Vous confiez ça à un ministre, un ministère. La première chose déjà, pour le premier kilomètre, c'est déjà d'intégrer les Outre-mer. Dans la conception, on oublie les Outre-mer. Et vous avez des études d'impact, les Outre-mer ne figurent pas. Et très souvent, les études d'impact elles-mêmes sont des commentaires un peu légers, soumis à la sagacité des parlementaires. Et dans cette affaire-là, lorsque l'État se rend compte, je ne pense pas que c'est fait aussi délibérément, qu'on n'a pas pensé l'affaire pour les Outre-mer, on vous dit on va faire par ordonnance. Ou alors des distinctions parfois un peu spécieuses entre le législatif et le réglementaire. Bref, le premier et le dernier kilomètre, c'est les bureaux centraux qui le font. C'est les administrations centrales avec une exécution déléguée au préfet et aux services déconcentrés de l'État. Et donc là, on a le problème du premier et du dernier kilomètre. Comment, à votre avis, après avoir étudié ça, et ce que je vais vous dire, pardonnez-moi, c'est pas une critique, j'ai cru comprendre que c'était très inspiré, si j'ose dire, du management des organisations privées, de la théorie des organisations, et comment l'appliquer dans un management public. Et comment faire en sorte que tous les acteurs, toutes les parties prenantes soient bien là pour que l'État remplisse sa mission, qu'on soit le plus proche possible de l'usager, d'autres diraient du client final. Comment envisager pour les Outre-mer ça?
quand c'est pensé ici, décliné là-bas avec des corps intermédiaires, des acteurs intermédiaires. Et souvent, on a du mal à voir l'usager terminal, final, ultime. Comment l'envisager, comme vous le dites, à cadre constant, puisque, vous dites, c'est vrai, ce n'est pas votre travail ni vos compétences d'imaginer un cadre nouveau. Comment, en cadre constant, à statut constant, à organisation administrative constante, intégrer mieux les Outre-mer, les décliner sans pour autant remettre en cause l'unicité de la norme? Madame la Présidente, je commence peut-être à répondre. Alors, déjà au sénateur Bas, je vais être extrêmement prudente, puisqu'il m'a dit, envisagez-vous une étude? Bon, cela ne relève pas de ma compétence, parce que nous faisons des... Comme ça, je vais expliquer un petit peu comment on choisit les thèmes d'études annuelles. Vous savez, nous réalisons 2 séries d'études. Des études que nous disons annuelles, et dont nous choisissons le thème, c'est le cas pour le dernier kilomètre, et puis des études qui nous sont commandées par le Premier ministre. Et dans le cadre de l'étude annuelle, les 3 personnes qui sont là font des réflexions et proposent à la section d'abord du rapport et des études une dizaine de sujets. La section du rapport et des études, on sélectionne 4 ou 5 et parfois les hiérarchise. Et c'est ensuite le bureau du Conseil d'État, donc le vice-président et l'ensemble des présidents de section, et le secrétaire général, qui choisissent ce thème sur la proposition qu'on leur a faite. Donc, je ne peux pas, Monsieur le Président, m'engager, car je ne suis pas la personne compétente pour le faire. Je dirais simplement que vous avez ouvert une autre voie, et là j'aurai la même prudence, mais une voie qui, vous l'avez dit, et je me souviens très bien du travail que nous avions mené ensemble, parce que c'est bien notre travail qu'on fait ensemble avec le rapporteur et la section compétente et ensuite en Assemblée générale, le travail qui avait été mené sur la proposition de loi concernant le Code de la nationalité, son évolution à Mayotte. Et il est vrai que cette formule de la présentation, j'ose dire, d'une proposition de loi au Conseil d'État, que permet donc la Constitution depuis 2008, est une formule très précieuse, je crois, et très utile, et qu'il est pour tous. Donc, je me bornerai à cela, et j'espère que le sénateur Bas m'excusera de cette prudence. Alors, Monsieur le ministre, Victorin Lurel, pour répondre d'une façon un petit peu globale à ce que vous avez évoqué, aux questions que vous avez posées, et puis Mélanie et Fabien compléteront s'il le faut, parce que je ne tiens pas à faire une espèce de one-woman show, là, hein. On est là à 3, et donc nous parlerons à 3, hein, comme le travail se fait ainsi avec la section. Vous avez évoqué la notion de proximité, et tout de suite, vous avez parlé de la distance géographique. Vous avez raison, bien entendu, monsieur le sénateur, mais pour nous, la distance, nous avons constaté ça, qu'un fossé s'était creusé, nous semble-t-il, entre les usagers, au sens générique du terme, et les acteurs publics, parce que les usagers avaient le sentiment que l'action publique n'était peut-être plus aussi efficace, n'arrivait pas véritablement jusqu'à eux. Alors un fossé, c'est de la distance. Il est certain que c'est de la distance géographique. Et là, les Outre-mer remportent, si j'ose dire, tous les records. Mais c'est aussi une distance parfois de la compréhension. Parce que vous avez un discours, des formulaires qui sont très complexes, que vous avez trop de normes aussi. Ça, c'est quelque chose qui est revenu de nos auditions. C'est quelque chose aussi, c'est un sillon que nous creusons depuis plusieurs années, enfin depuis 30 ans, que nous creusons avec d'autres délégations sénatoriales, avec lesquelles d'ailleurs nous avons travaillé là-dessus. Et puis, ou plutôt, qui nous ont auditionnés sur le sujet. Et puis, il y a une distance également en termes même parfois de, comment dirais-je, de considération. C'est-à-dire que ce qui nous est revenu, c'est que parfois on concertait, mais on donnait l'impression de concerter, mais en réalité tout était déjà décidé. Donc cela crée de la distance en quelque sorte psychologique là. Bon. Alors, comment remédier à tout cela? Nous faisons donc des propositions sur la proximité et nous disons, sur le pragmatisme, et nous disons, vous avez raison, et vous l'avez parfaitement
parfaitement exprimé, monsieur le sénateur, qu'il faut penser ce dernier kilomètre dès le premier. Donc, il faut penser Outre-mer dès le début. Alors, la direction générale aux Outre-mer a mis en place des outils. Il y a un guichet qui est normalement un réflexe pour les autres administrations centrales. Mais ce qu'on constate, c'est que parfois, quand même, ce réflexe, il n'est pas immédiat et qu'il est un peu tardif. Donc, il faut penser, pardonnez-moi le terme, mais atterrissage Outre-mer comme atterrissage partout. Mais atterrissage Outre-mer dès le début. Comment faire? Alors, vous avez dit que vous vous êtes inspiré du secteur privé. Alors, j'ai quelques nuances par rapport à cette expression. Parce que si nous avons dit que l'expression du dernier kilomètre est issue de la logistique, et effectivement du secteur privé, nous avons expliqué aussi quand même qu'elle s'est développée à propos des villes, de la logistique urbaine, mais aussi à propos de l'aide au développement. Et là, nous l'appliquons vraiment à l'action publique. Et ce que nous mettons en avant, c'est du bon sens. Ce n'est pas... Nous prenons quelques distances par rapport, par exemple, à ce que l'on appelle, n'est-ce pas, Mélanie, en bon français, le New Public Management. Bon. Ce que nous disons simplement, c'est que quand on pense quelque chose qui doit être au service de nos concitoyens, il faut le penser avec les acteurs qui sont sur le terrain, donc avec les préfets, avec les associations, c'est très important, avec les corps intermédiaires, si on le peut, avec les usagers eux-mêmes. Mais c'est parfois difficile parce que les usagers, parfois, ils sont tellement loin qu'on n'arrive pas à les saisir. Mais il y a des gens qui peuvent parler pour eux. Et donc, c'est comme ça que l'on peut faire. Et à mon avis, cela vaut véritablement pour l'outre-mer comme pour la métropole. La méthode doit pouvoir marcher et mettre en œuvre les mêmes relais privilégiés, comme nous les appelons. Et la dernière chose que je dirais à propos de la norme, c'est que, vous le savez bien, nous avons, après notre étude sur les expérimentations, quand même, il y a eu un certain nombre de lois, dont une loi organique, qui va assez loin dans les expérimentations, dans la diversification à l'occasion, dans la différenciation, plutôt, à l'occasion de ces expérimentations. Et donc, nous considérons qu'il y a un équilibre à tenir. Il y a d'ailleurs dans l'étude une analyse qui a été faite par notre centre de recherche et de diffusion juridique sur l'articulation entre le principe d'égalité et les nécessités de la différenciation. Donc, des choses sont possibles. Elles seront peut-être d'autant plus possibles que l'on n'écrira pas tout dans les normes, parce que nous avons déjà dit qu'on laissera un peu de marge de manœuvre, qu'on laissera la possibilité de, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, je crois, de prendre son risque, qu'on permettra des adaptations sur le terrain, cette fois-ci, et y compris sur le terrain des Outre-mer. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si Mélanie ou Fabien va compléter. J'espère avoir commencé à répondre à vos deux questions, messieurs les rapporteurs. Non, je ne me permettrai pas de compléter, mais juste peut-être d'apporter de souligner 2 points sur comment faire en sorte qu'on pense dès le départ à comment la réforme atterrit, comme l'a dit la présidente. Il nous semble qu'un point qui est très important, c'est que dans les études d'impact, qui sont, on le sait, très inégales, certaines sont bien faites, d'autres... voilà. Passons. Il nous semble que ce qui serait très important, c'est de développer un volet pratique, faisabilité pratique. Concrètement, comment ça va marcher? Quel guichet? Quelle administration va être en charge? Et ça permettrait d'essayer de mesurer finalement dès le premier kilomètre comment le dispositif qu'on met en place va fonctionner effectivement. Et ça serait d'autant plus important, me semble-t-il, s'agissant de l'outre-mer. Ça permettrait aussi de se rendre compte des cas dans lesquels on n'a pas pensé à l'application outre-mer, en tout cas pas suffisamment tôt, et où on improvise ensuite une application qui n'a pas été réfléchie. Donc ça, je trouve que c'est un outil qui est assez modeste, mais qui pourrait être important. Et la deuxième chose, ce qui nous a frappé dans les auditions que nous avons faites, c'est que
de même, monsieur le sénateur, que vous avez dit qu'il y avait peut-être plus de marge avec l'article 73 de la Constitution que ce qu'on imaginait. Ce qui nous a frappé, c'est que les pouvoirs de dérogation qui ont été donnés au préfet, notamment par le décret de 2020, sont utilisés avec beaucoup de prudence et voire une certaine réticence. Enfin, en tout cas, bon, et pour des raisons qui peuvent être compréhensibles, la crainte du contentieux, la crainte de ne pas être suivi par l'administration centrale, la difficulté aussi politique que soulignait le sénateur Lurel, qui est quel est l'équilibre que l'on fait entre la différenciation et le principe d'égalité. Donc c'est des questions qui sont difficiles. Mais ce qui nous a frappé, c'est de voir à quel point il y avait une grande, finalement, frilosité peut-être, ou en tout cas prudence, pour utiliser les dispositifs de différenciation. Et finalement, c'est un peu la même chose avec la problématique de l'article 73. Donc peut-être aussi qu'à droit constant, enfin à cadre constitutionnel constant plus exactement, il y a peut-être plus de marge que nous le pensons. Et peut-être que là, il y a un effort à réaliser. Et à cet égard, l'outre-mer peut être en pointe, j'allais dire, parce que s'il y a bien un domaine dans lequel il y a des marges qui existent grâce à l'article 73 et où il y a des besoins de différenciation compte tenu des différences de situation qui peuvent exister, c'est bien l'outre-mer. Donc voilà, c'était les deux points que je voulais... Je me rends compte, si vous permettez, Madame la Présidente, un mot simplement sur l'évaluation. Parce que ce qu'a tout à fait dit pertinemment le président adjoint de la section du rapport et des études, en insistant sur cet aspect faisabilité des études d'impact, c'est que si vous avez dans des études d'impact des éléments, des indicateurs, des choses très concrètes, après vous pouvez évaluer. Et vous savez que nous considérons que c'est quelque chose de fondamental, l'évaluation. Pas seulement quand on fait des expérimentations, mais il faut essayer d'évaluer les politiques publiques pour in itinéré les ajuster ou au contraire ensuite les poursuivre ou pas. Donc il y a tout un ensemble de choses qui doivent permettre justement d'avoir une politique publique, une action publique plus efficace. Mélanie. Et peut-être un dernier élément de constat qu'on fait, c'est qu'au fond, tout ce qu'ont décrit la présidente de Boisdeffre et le président Reynaud nécessite du temps. Et finalement, prendre en compte la spécificité des territoires de manière générale, mais des territoires ultramarins en particulier, nécessite de prendre le temps de l'écoute, de prendre le temps du contact avec les acteurs de terrain, d'aller-retour. Et ce temps-là, souvent est un temps un peu concentré. Et en réalité, quand ça arrive chez nous, au niveau du Conseil d'État, en section consultative, on se rend compte qu'au fond, le temps était tellement concentré avant que finalement, on a un peu gâché la capacité à bien préparer les choses. Et donc, un de nos messages clés, et d'ailleurs c'est la conclusion de l'étude, c'est que pour bien prendre en compte le dernier kilomètre, il faut prendre le temps de considérer finalement la construction de l'action publique. Et ça, c'est peut-être un point qui est compliqué à maîtriser entièrement. Merci. Je vais laisser la parole à des collègues si certains souhaitent s'exprimer. Donc, chers collègues. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est très intéressant, le rapport de Madame, mais j'ai quelques remarques à faire. Je ne sais pas si, Madame, vous avez pris connaissance du rapport de la Chambre régionale des comptes de juin 2022 sur Mayotte. Si vous avez pris connaissance, tout est là-dedans. Tout est dit là-dedans. Mais ce qui se passe, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas un seul outre-mer. Il y a des outre-mer et qu'on ne peut pas mettre en place une seule politique des outre-mer. Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, comment faire de la politique publique avec, bien sûr, les réseaux sociaux. Nous, à Mayotte, avant, on ne savait pas ce qui s'est passé ici à Métropole. On n'avait pas de télé, on n'avait pas de réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, on le voit immédiatement chez nous. Et donc, on compare. On dit, mais comment se fait-il que nous sommes Français et qu'on n'a pas ça alors qu'eux, là-bas, ils ont tout? Comment se fait-il que nous sommes Français et qu'on a les rotations scolaires? On va à l'école que le matin
et que l'après-midi, on ne va pas à l'école et que je le dis à chaque fois, l'égalité de chance, elle est où? Donc évidemment, nous, on n'a même pas commencé le premier kilomètre. On cherche le sentier pour arriver sur la route, pour faire le premier kilomètre et le dernier kilomètre. Nous avons aujourd'hui des violences incroyables à Mayotte. Là, on a dépassé les bornes. Avant-hier, la Première ministre vient à Mayotte, elle prend l'avion le soir, et le lendemain, pour la première fois dans notre histoire, il y a eu un jeune qui a été flingué sur la route. Évidemment, comme vous l'avez dit, les gendarmes sont envoyés, mais comme ce n'est pas comme ici. Ici, le maintien de l'ordre n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils nous envoient des grenades lacrymogènes pour disperser les jeunes. Sauf que les grenades lacrymogènes qui sont envoyées avec nos modes d'habitat, ce n'est pas les jeunes qui sont embêtés, c'est toute la population aux alentours qui est embêtée et qui se disent, écoutez, au lieu de faire disparaître les jeunes, eh bien, c'est nous, la population, qui sont gênés. Donc, vous voyez, moi, je pense que chaque outre-mer doit être vu différemment, et plus particulièrement à Mayotte, où nous avons aujourd'hui, contrairement aux autres, où la population diminue, nous avons un taux de croissance de 4% par an, avec la première maternité, je dirais, du monde. Effectivement, monsieur le cher collègue, vous avez parlé de la loi qu'on a modifiée sur la nationalité. Mais cette loi était destinée justement pour faire en sorte qu'on baisse la population. Moi, je demande à ce qu'on fasse des évaluations des politiques publiques. On a eu plusieurs plans à Mayotte. Mayotte 2025, le plan de relance, le plan machin. On a l'impression que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Donc, il faudrait peut-être arriver à un moment donné, on fasse une petite pause et se dire, écoutez, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché, faire l'inventaire de ce qui n'a pas marché. Madame la Première ministre est venue et nous dit, on va reconduire l'opération Chikanda, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration clandestine. Mais on n'a pas fait de bilan. Certaines demandent à ce qu'on reconduise l'opération Wombushu, où il y a eu tellement de gens qui sont venus là-bas, des gendarmes. On n'a pas fait de bilan. Et on a l'impression que c'est parce qu'on a fait cette opération que les choses sont devenues encore plus difficiles. Les jeunes n'ont plus peur. À 15 heures, ils sont dans la rue avec leurs machettes et ils s'entretuent entre eux. Donc, je pense que chaque outre-mer doit être pensé différemment parce qu'on n'a pas les mêmes, je dirais, réalités que dans l'Hexagone. Merci, cher collègue. Jean Gérard voulait s'exprimer. Oui, merci, Madame la Présidente. Oui, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup appris de votre exposé, Madame, Mesdames et Messieurs. Mais je dirais, j'ai beaucoup apprécié aussi le triptyque proximité, pragmatisme et confiance. Mais je crois que l'usager du premier et dernier kilomètre n'est pas une spécificité des Outre-mer. Et si j'osais, je dirais, une impertinence, je pourrais, moi, l'élu hexagonal, vous parler des Outre-terres. Parce que dans notre hexagone, il n'y a plus d'accueil en préfecture. Il n'y a plus aucun accueil en sous-préfecture. Les préfets sont très affaiblis. Je ne parle même pas des sous-préfets. Parce que pendant le Covid, le préfet, aucun rôle, ça dépendait de l'ARS. Quand il y a un problème scolaire, ça dépend du recteur. Quand il y a un problème culture, ça dépend du DRAC. Donc on a des représentants de l'État où je dirais personnellement, je fais partie de ceux qui plaident pour une déconcentration accrue parce que je pense que c'était un bon équilibre local par rapport aux collectivités. Vous avez souligné, un sujet positif, je dirais, les maisons France Service. C'est tout à fait vrai. Mais les collectivités ont une part majeure. Et sans l'apport des collectivités, je dirais, dans certains cas, j'oserais dire que l'État, il a posé le panneau de communication. Et enfin, je pense que c'est ressenti, je ne connais pas du tout les questions d'outre-mer, d'où ma venue dans cette délégation, mais je dirais comme un État trop vertical, si on prend par exemple les questions chez nous
du ZAN qui fait débat, de la loi GEMAPI, de la question des déchets, et d'une perception d'une action de l'État comme un État censeur plus que facilitateur. Et je pense que la plupart des collègues des territoires attendent de l'État non pas de dire ce qu'il ne faut pas faire, mais d'aider à savoir comment le faire. Merci de votre attention. Merci. Je vais laisser la parole à Viviane Artigalas et puis après à Clélie. Oui, ça marche. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre exposé et puis de votre présence aussi ici. Moi, j'avais une question sur... on parle beaucoup ici de territorialisation, de différenciation dans la délégation aux Outre-mer depuis longtemps. Et je crois que c'est une question, la différenciation et la territorialisation, on l'a vu avec l'exemple de Mayotte, elle est particulièrement prégnante. Elle est prégnante dans l'Hexagone, mais elle est prégnante aussi en Outre-mer. Tous nos territoires sont différents, mais peut-être que les territoires d'Outre-mer sont encore plus différents. Et là-dedans, donc, ça nécessite ce qu'on appelle, moi, ce que j'ai envie d'appeler des politiques ascendantes. C'est-à-dire que on a besoin de politiques qui s'adaptent aux besoins des territoires et puis qui soient après évaluées pour voir si ces politiques, ça aussi au Sénat, l'évaluation des politiques publiques, c'est un de nos dadas, je dirais, sur lequel nous tenons beaucoup et qui est de moins en moins fait. C'est-à-dire on met en place des dispositifs, on les élimine avant de les avoir évalués et afin de voir ce qu'ils ont fait sur le terrain. C'est pour ça que moi je vous avais une question sur ce que vous pensez des appels à projets. Parce que les appels à projets, c'est vraiment... moi, j'ai fait un rapport sur différentes choses où il y avait beaucoup d'appels à projets. Et ces appels à projets, c'est quelque chose qui est... D'abord, c'est une politique descendante où les territoires qui va sur des projets dont les territoires n'ont pas forcément besoin. Mais s'ils veulent avoir un peu d'argent, il faut absolument qu'ils y répondent, mais ils mettent du temps, très souvent, ces appels à projets. Et on a l'impression de plus en plus que les politiques publiques fonctionnent avec des appels à projets et donc ils ne répondent pas aux besoins des territoires. Donc moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tous nos territoires, mais particulièrement les territoires d'outre-mer, ça va à l'encontre d'une co-construction des politiques. Or, on a besoin sur les territoires d'outre-mer particulièrement qu'on co-construise les politiques publiques. Je crois que Victorin l'a dit aussi, qu'il y ait une co-construction des politiques publiques et des services publics avec les territoires. Merci. Je vais laisser la parole à notre collègue Akli. Oui, alors moi, j'allais effectivement aller dans le sens, mais c'est déjà fait, mais ça va me permettre aussi alors de préciser. Et comme on l'a dit, c'est vrai que le problème, si vous êtes du premier au dernier kilomètre, le problème qui se pose, c'est, vous l'avez soulevé, c'est peut-être la préparation du premier kilomètre. Je pense qu'on est dans l'impréparation et qu'on est en plus avec des schémas descendants, conscendants parfois, souvent, notamment par rapport aux Outre-mer. Et moi, je me dis qu'on est dans une nouvelle phase de décentralisation. Les territoires d'Outre-mer pourraient être l'espace d'expérimentation. On part de la métropole toujours vers eux, mais on pourrait faire le sens inverse. Et je pense que si on pensait différemment dans le problème, on pourrait peut-être, cette nouvelle phase de décentralisation, la rendre plus pertinente, plus efficace, parce qu'en associant l'ensemble des gens, peut-être que ça peut être des laboratoires pour nous faire évoluer et nous permettre de répondre plus précisément sur nos territoires au niveau de la métropole. Merci, chers collègues. Solange, Nadine. Alors, je ne veux pas être longue. Juste, merci Madame la Présidente. Merci pour votre exposé. Alors, moi, juste vous demander, dans le cadre de la Guadeloupe, je vous ai dit que j'étais sénatrice de la Guadeloupe, on parle de la Guadeloupe, mais la Guadeloupe est un archipel. Dans votre étude, avez-vous pensé au dernier kilomètre comme étant les îles du Sud, Marie-Galante, Désirade, les Saintes? Parce que l'État déploie ces mesures sur la Guadeloupe, sauf ce qui est possible aux Abîmes à Pointe-à-Pitre n'est pas forcément possible dans les îles. Donc ça encore, il faut en tenir compte. Autre chose, vous dites à cadre constitutionnel le même, 73, on a fait des propositions. L'appel de Fort-de-France a donné le SIOM. Le SIOM, ce sont des propositions. Certaines ont été retenues. On va discuter avec le gouvernement. Donc, il y a des propositions de fait. Troisième problème, moi, que je vois dans ces territoires, parce qu'on parle de territoires et de plusieurs territoires différents ultramarins, c'est de vous dire, vous avez des services déconcentrés de l'État comme l'ARS, l'ADL, c'est l'État dans l'État.
il était possible de discuter avec ces gens-là. Et ce sont des gens souvent qui viennent de Paris, qui ne maîtrisent pas le territoire et qui vous imposent, qui ne veulent même pas discuter. Moi, je vais avoir un entretien avec le directeur général de l'ARS et je vous promets que je vais lui dire ce que je pense. Ce sera radical maintenant, parce qu'on me ballotte entre ministères et ceci. J'ai eu mes réponses écrites, donc on va voir qu'est-ce qu'il me dit maintenant. Donc il ne faut pas qu'on dise qu'on n'a pas de propositions. Il y a des propositions. De fait, on ne veut pas en tenir compte, on veut que ce soit descendant. Et il y a un terme qui est revenu, qui est à la mode maintenant, c'est la résilience. Moi, j'ai fini avec ça pour 2024. Je ne suis plus résiliente. Merci beaucoup. Merci, madame. Mes chers collègues. Alors, Teva Rohfritsch souhaite prendre la parole. Oui, merci, madame la présidente. Merci, madame, d'avoir beaucoup cité la Polynésie française. Et donc, mais je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de contributions d'apporter. Sans revenir sur tout ce qui a été dit, je m'interroge, et je voulais avoir un peu votre sentiment sur cette notion d'adaptation des modes d'action de l'État, justement, dans ces collectivités de l'article 74 de la Constitution. Pour avoir été vice-président aussi de la Polynésie française, donc au sein du gouvernement, et ministre de l'économie et des finances à quelques reprises, on se heurte bien souvent dans ce concept d'autonomie, aussi à une méconnaissance de l'État lui-même, hormis quelques spécialistes de l'outre-mer, sur la manière d'aborder nos collectivités qui sont largement autonomes. On peut avoir dans un dialogue, on va dire, que je qualifierais de mécanique, parfois même des contradictions assez évidentes, qui n'en sont pas, si la lecture était simplement mécanique, on va dire, de ces lois organiques. Je précise ma pensée, lorsqu'on peut discuter avec le gouvernement de la République ou avec son délégué interministériel qui est le haut-commissaire de compétences qui sont aujourd'hui confiées à la Polynésie française, on peut avoir en fonction de nos interlocuteurs pour réponse, vous êtes compétent, donc à vous maintenant, en gros vous débrouillez-vous. Et on a pu l'entendre à plusieurs reprises, comme à d'autres moments, et notamment pendant la crise Covid, d'autres réactions qui disaient attention, la République c'est nous tous, et à un moment, le préfet, le haut-commissaire, qui a eu parfois des comportements préfectoraux dans ces territoires qui sont pourtant très largement autonomes, et je veux faire notamment mention à la compétence santé, a pris des décisions au nom de la liberté d'aller et venir, qui parfois empiétaient totalement sur les compétences de la Polynésie française et méconnaissaient totalement les institutions locales. Alors, il ne s'agit pas de faire le procès de la période Covid qui était particulièrement éprouvant pour tout le monde, c'est pas ce que je veux dire. Mais à un moment, on a quand même aussi, on va dire, des frottements qui n'ont pas été identifiés, alors qui sont certainement très difficiles à décrire ou à écrire dans des textes organiques, mais qui peuvent conduire à aussi une nouvelle réflexion sur comment est-ce que l'État peut mieux accompagner cette autonomie et ne pas forcément se situer en opposition à cette autonomie. Je rappelle souvent, j'ai des mots un peu forts qui vont un peu loin, mais parce que bien entendu dans l'exercice, et heureusement on a souvent aux fonctionnaires de l'État qui font œuvre à la fois de bienveillance sans être condescendants et de pragmatisme. Mais néanmoins, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même un vide assez fort dans la pratique de l'État de ces statuts autonomes et qu'on reste assez tributaire de la manière dont ces hauts fonctionnaires qui sont en poste peuvent appréhender cette autonomie. Et il me semble que si on a une réflexion sur l'action de l'État, elle doit aussi prendre en compte, alors je n'ai pas là, parce que je n'ai pas cette expérience, on va dire, de regret sur peut-être une école de formation spécifique chez les hauts fonctionnaires pour les Outre-mer, ou pour ceux de l'article 74, je sais qu'il y en a eu une, mais quand bien même, l'autonomie, et je le rappelle souvent lorsque je peux rencontrer le gouvernement de la République, le 29 juin en Polynésie française, on célèbre l'autonomie de la Polynésie. Parfois, c'est vécu à Paris comme une agression de la République, ou en tout cas une volonté de distinction de la République, alors qu'en Polynésie, on fête la République quand on fête l'autonomie. Et souvent, ça n'est pas perçu comme tel.
ce qui nous différencie des indépendantistes qui veulent se séparer de la France, ou, en fonction des évolutions, s'associer ensuite après. Donc, comment est-ce qu'on pourrait mieux appréhender ce rapport aussi de l'État et de nos serviteurs de l'État à ces statuts d'autonomie? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer finalement ce dialogue qui, en fonction de la qualité de nos interlocuteurs, n'a pas lieu, ou peut aussi provoquer, on va dire, des frictions, des frottements mécaniques que j'évoquais tout à l'heure, notamment pendant la crise Covid. Je vous prends un exemple pour être un peu concret sur le sujet. Et encore une fois, il ne s'agit pas de refaire le procès de la période Covid. Mais lorsqu'à un moment, pour des raisons de santé publique, alors, on a eu parfois quelques désagréables surprises de découvrir que lorsqu'on décrétait un confinement à Paris, il a aussi été appliqué en Polynésie, qui avait un contexte sanitaire totalement différent. Mais en disant la République est une et indivisible et on doit tous être ensemble au même moment, sauf que sur les questions de santé, on peut y apporter des nuances. Heureusement, ça n'a pas été le cas de toute la période. Mais lorsqu'à un moment aussi on dit il faut par exemple vacciner tout le monde, mais la compétence santé fait que c'est la Polynésie française qui doit payer les infirmières qui vaccinent. Ou qu'on peut dire que pour des raisons sanitaires, il faut mettre en place un confinement des voyageurs qui arrivent en Polynésie française. Par contre, la Polynésie doit payer l'hôtel qui accueille les voyageurs parce que ça n'est pas de la compétence de l'État. Voilà. Je ne veux pas refaire un procès Covid, mais simplement, et si je reviens hors Covid sur d'autres questions, le développement de l'agriculture, la protection des zones de pêche ou le développement, on va dire, de la pêche artisanale en Polynésie française est de compétences polynésiennes. Mais néanmoins, on a des sujets autour de la formation maritime et des titres, des diplômes qui relèvent toujours de l'État et qui amènent aujourd'hui à une carence très forte de capitaines pour avoir des Polynésiens sur les bateaux de pêche qui pêchent en Polynésie en toute exclusivité. Voilà. Et on sent qu'il y a souvent, c'est plus feutré que ça, à minima une méconnaissance et parfois même une réaction mécanique de dire mais vous êtes compétent, finalement l'État n'a pas grand-chose à vous dire. Alors si nous reprenons cet idéal républicain que nous partageons tous et que partagent les autonomistes en Polynésie française, il s'agit peut-être de se mettre d'accord sur l'essentiel et de voir comment on peut y arriver, qu'on soit autonome ou pas. Il ne faudrait pas que l'autonomie soit un frein à la capacité de tous de concevoir ensemble les politiques publiques et de les mener au bout. Voilà. Pardonnez-moi si j'étais un peu long. Merci, chers collègues. S'il n'y a pas d'autres interventions, pour terminer cette salve de questions et rejoindre un peu ce que disaient mes collègues, vous avez fort justement parlé de distance de la compréhension, de distance de considération. Peut-on, voilà, même si on le constate, affirmer qu'il n'y a pas de culture outre-mer dans les administrations. C'est un point nodal. Comment aussi repenser la relation entre l'État et ses territoires? On a parlé aussi d'évolution institutionnelle, mais de révision constitutionnelle, des statuts à la carte, puisque notre collègue Saïd a parlé des Outre-mer, des statuts à la carte, des statuts sur mesure, pourraient-ils aussi apporter des solutions à ces problématiques d'efficience de politique publique dans les territoires? Parce que c'est bien de ça dont on parle d'une manière générale. Juste avant qu'il ne réponde, pour aller dans ton sens, la première chose, c'est que pour répondre à S2O, je t'appelle comme ça, c'est le ministère des Outre-mer. Depuis quelque temps, on dit ministère de l'Outre-mer. C'est vrai qu'il y a des Outre-mer différents, des Outre-mer. Ensuite, sur la prise en compte des intérêts, disons, des Outre-mer. On n'a pas d'intérêt propre au sein de la République, avec l'article 73. C'est autre chose pour le 74. J'avais trouvé une astuce quand j'étais ministre. J'avais fait nommer, avec l'accord du gouvernement, des conseillers dans tous les ministères. Et en amont, lorsque les questions étaient évoquées, je le savais, et je réunissais tous les 2 mois tous ces conseillers. Je prends un exemple pour illustrer ça. Lorsqu'on m'avait demandé de faire 180 millions d'économies, Payon, qui était ministre de l'Éducation nationale, n'avait pas hésité à faire, à mon insu, des économies sur les lycées de Pointe-Boute et de Mont-d'Or en Nouvelle-Calédonie. Je l'ai su parce qu'en amont, ensuite ça a un peu mal fini parce qu'on disait que c'était des espions dans les cabinets, etc. Mais ça marchait, je peux vous dire, ça marchait. En amont, on savait donc ce qui se préparait. Et puis, c'est posé la question que vous avez en tête. En 2007, il y a eu une vraie question, et qui est toujours au fond des têtes. C'est de dire, faut-il le ministère des Outre-mer ?
Ou alors, laisser, à l'époque, il y avait 38 ministères et secrétariats d'État, faut-il cette dispersion et ne plus avoir une unité de coordination que Jacques Chirac avait appelé un petit Matignon? C'est pas un petit Matignon démuni de moyens. Avant, il y avait 2 directions générales. Là, maintenant, il y avait une délégation générale Outre-mer. C'est moi-même qui l'ai transformé en direction générale Outre-mer. Il y avait à l'époque près de 300 personnes là. Aujourd'hui, il y a à peine 130 personnes. Manifestement, il y a là un problème de ressources humaines. Pour vous montrer les difficultés, on vient de voter une réforme des retraites. Aujourd'hui, on nous dit, dans le PLF, qu'on vient de voter là, aujourd'hui, on nous dit, l'État n'ayant pas suffisamment pensé les problèmes de retraite des agriculteurs outre-mer, nous demandons au Parlement de nous déléguer ce pouvoir et nous ferons donc par ordonnance. Et je peux vous dire, c'est une petite révolution qui est en train de se faire. Moi, j'étais directeur de chambre consulaire, je sais ce qui se prépare là. Mais l'État ne vous donnera quelques mois avant septembre 2024, là où on va commencer à analyser en temps masqué le BLF 2025, on va vous donner une étude d'impact un peu légère sur une chose qui est considérable. Parce qu'on n'a pas pensé la chose. C'est vrai que c'est compliqué, il faut le dire. Si on devait retarder cette réforme structurelle faite, même si j'étais moins en désaccord, et qu'il fallait attendre qu'on soit prêt outre-mer, on a une difficulté fondamentale outre-mer, c'est qu'il n'y a pas d'études préalables. L'INSEE, par exemple, l'INED, vous n'avez pas les armes de politique économique, les armes de décision. Et c'est la raison pour laquelle souvent on a du retard et on le fait au pifomètre et au radar. Très souvent. Voilà, je m'arrête là. Merci, chers collègues. Nous n'allons pas être trop de 3 pour répondre à toutes ces questions tout à fait intéressantes. Je vais me permettre quand même déjà une précaution, c'est que je trouve que certaines questions étaient plutôt sur un champ politique, si j'ose dire, et au très bon sens du terme. Et donc, là, je considère que nous sortons du champ de l'étude. Je vous ai dit, nous sommes là pour parler de l'étude, donc je m'abstiendrai de réagir là-dessus. Dans l'ordre, et donc le président Reynaud et Madame la rapporteure générale adjointe Mélanie Villiers me compléteront. Pour vous répondre, Monsieur le sénateur, nous parlons bien d'outre-mer au pluriel dans l'étude, et je crois l'avoir dit également oralement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un outre-mer, il y a des outre-mer et des situations fort différentes. Et nous en avons conscience, je crois, et nous l'avons exprimé en utilisant le pluriel. Ensuite, vous avez, Monsieur le sénateur d'Indre-et-Loire, insisté en disant, mais finalement, le problème n'est pas seulement celui des Outre-mer, c'est aussi celui de l'Outre-Terre. Je crois que nous l'avons écrit. Et c'est vrai que nous nous sommes intéressés, nous avons écouté des élus venant de territoires très divers. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais des territoires urbains, périurbains, ruraux, ultramarins. Et qu'il y a des difficultés, des inégalités, là aussi, selon les endroits. Ce que vous avez dit sur la Maison France Service, nous en sommes bien conscients aussi, la part des collectivités territoriales. Il n'empêche que nous considérons que c'est quelque chose qui est important et qui est positif dans le contexte d'aujourd'hui et partout, notamment, et je dirais partout, mais pas seulement dans les territoires ruraux et dans les territoires ultramarins, mais aussi dans certains territoires urbains. Il faut l'avoir en tête. Alors, ensuite, il y a eu différents éléments qui tournaient autour de la co-construction, sur le fait à la fois, sous un angle critique, l'État est censeur plutôt que facilitateur, sous l'aspect finalement des schémas descendants, alors qu'il faudrait, et même condescendants, j'ai trouvé la formule frappante, alors qu'il faudrait de l'ascendant. Tout cela, je ne peux qu'adhérer, car c'est ce que nous avons écrit. Et nous avons beaucoup insisté sur le fait que l'on ne pouvait pas faire seul, que les administrations centrales doivent écouter déjà leurs représentants sur le terrain. Elles doivent écouter les élus, elles doivent écouter les associations qui sont si importantes. Elles doivent, si elles le peuvent, et dans certains cas, écouter les usagers. Et vous l'avez bien dit, Madame la sénatrice de Guadeloupe, parce que le dernier kilomètre, c'est pas seulement Pointe-à-Pitre ou Basse-Terre, mais ça peut être des îles plus au sud. Alors les Saintes sont un peu moins au sud,
J'ai eu la chance d'aller quand j'étais enfant et tout, je garde un souvenir absolument ébloui. Bon. Donc, il y a nécessité, effectivement, de cette co-construction, de cette prise en compte de tous. Et c'est ça, comme le rappelait Mélanie Villiers, qui va prendre du temps, mais qui aussi appelle une certaine culture. C'est pour ça que nous disons que notre triptyque, proximité, pragmatisme et confiance, ce triptyque, il semble très modeste, il semble de bon sens, mais si on veut vraiment le généraliser, si on veut faire en sorte que les bonnes pratiques, parce que ça existe, je veux être moi quand même optimiste, les bonnes pratiques, les propositions que nous avons faites, elles reposent sur des choses que nous avons vues ou entendues, qui existent. Eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'elles changent, comme nous l'avons dit, de braquet. C'est une métaphore sportive hein, pour ceux qui aiment le vélo, mais on doit changer de braquet. Ben, ça devient beaucoup plus ambitieux, parce qu'il faut qu'il y ait une autre culture qui se mette en place. Et pour que cette culture se mette en place, celle que vous appeliez de vos voeux, monsieur le sénateur de Polynésie, ou monsieur le sénateur également de Seine-Saint-Denis, eh bien, il faut peut-être aussi qu'on forme les acteurs de l'État, qu'on les forme un peu partout à cela, et qu'il y ait une culture de l'outre-mer partout. Monsieur le sénateur Lurel l'a dit, il avait des référents. Moi, je crois que non, enfin, je ne prendrai pas parti, et surtout pas sur l'organisation à venir. Je vous ai dit que nous ne sommes pas légitimes à le faire sur l'organisation de l'État. Je dirais simplement, sur la base de mon expérience personnelle, qu'il y a quelques années, c'est le bénéfice ou le désavantage d'un âge qui commence à être certain, il y avait des gens qui connaissaient l'outre-mer dans toutes les administrations. Ce qui n'empêchait pas le ministère, on disait plutôt de l'outre-mer à l'époque, d'ailleurs que des outre-mer, d'être utile. Mais, enfin, en tous les cas, à l'époque, hein, je porte un trait, vous voyez, je porte un... Bon, oui. Donc, il n'y a pas d'a contrario entre les deux. Mais il y avait une culture, il y avait une connaissance. Et donc, quand un projet de loi s'élaborait ou quand on réfléchissait à un dispositif, qu'on le faisait interministériellement, mais le ministère porteur, quand même, se posait la question. Et après, il se posait la question, il avait la réponse ou pas, mais il se la posait, il avait le réflexe ensuite d'aller voir quelle était la bonne réponse. Donc ça, c'est de la culture et c'est aussi sans doute, ça passe par la formation. Je crois que c'est tout à fait fondamental. Et par la connaissance du terrain. Ce que nous disions en aparté, c'est que il nous semble que ce qui manque, c'est une culture territoriale, dont celle des Outre-mer. Et puis j'aurais un mot simplement pour dire, mais je demande vraiment à mes voisins de compléter, parce que je n'ai pas répondu à tout, un mot pour dire que je rejoins complètement tout ce qui a été dit par plusieurs d'entre vous, mais nous l'avions déjà, je crois, mis en avant, c'est cette nécessité d'évaluer. Cela, malheureusement aussi, peut prendre du temps. Mais c'est tellement important, parce que là, cela permet de faire des choses en connaissance de cause. Et je vais être paradoxale, mais moi, je suis d'accord pour que des politiques, c'est leur liberté totale, même après une évaluation qui serait mauvaise, disent on continue pour telle et telle raison. Mais on le fait en connaissance de cause et on l'explique. On est dans la redevabilité, finalement, de l'action publique sur laquelle nous insistons depuis une étude sur la citoyenneté en 2018, où nous proposions déjà que les citoyens soient associés à l'évaluation. À l'époque, c'était Ex-Post des politiques publiques. Et puis, nous avons, en 2020, continué sur le sujet. D'ailleurs, avec le concours, lors d'une conférence qui eut lieu le 28 février 2020, du président du Sénat lui-même. Merci Madame la Présidente. Si vous voulez ajouter... Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce que je voulais peut-être juste dire, c'est par rapport à la question sur l'article 74. Nous avons fait notre réflexion à cadre constitutionnel constant, comme le rappelait la présidente. Donc, on ne s'est pas posé de questions sur faut-il évoluer ou pas. Ce qui me semble, j'allais dire de manière encore plus nette, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais c'est qu'à plus forte raison, évidemment, dans le cadre de l'article 74, les marges sont plus grandes que, évidemment, dans le cadre de l'article 73. Et j'ai l'impression que, en réalité, la difficulté que vous pointez du doigt, c'est ça, c'est la question de la mise en pratique, du pragmatisme et de la confiance. Parce qu'il y a un problème en réalité de confiance.
Et je crois que c'est en ça qu'il faut qu'on arrive à élaborer ensemble des politiques qui soient co-construites, prévisibles, durables. Parce qu'il y a aussi cette question de la durabilité. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il nous semble que la clé, elle est plutôt de ce côté-là que du côté simplement de l'obstacle juridique du texte, article 73 et 74. Pour compléter d'un mot sur ce sujet. Oui, allez-y. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous avez rencontré des élus et des habitants de parcs naturels régionaux? Parce que quand je vous entends, moi je fais partie d'un parc naturel où j'ai siégé pendant plus de 30 ans, c'est tout à fait ça. Pardon ? C'est cette logique, et vraiment, moi j'ai l'impression que les parcs, aussi bien en métropole que en Outre-mer, on est des îles comme ça et on se gère, c'est des laboratoires d'idées, c'est les habitants qui gèrent leur territoire et on a une confiance absolue dans ce qu'on fait. Donc vraiment, je trouve que je me retrouve complètement dans les parcs naturels. Merci. Excusez-moi. Je vous en prie, Madame Villiers. Je n'ai pas souvenir qu'on ait spécifiquement auditionné ou rencontré des acteurs investis dans un parc naturel régional, mais la méthode est une méthode qui finalement a été une méthode illustrée dans un grand nombre d'auditions. Et peut-être ce que je peux dire pour illustrer la confiance, une de nos propositions un peu phares de l'étude, c'est dire qu'au fond, cette confiance, elle doit se traduire par le fait d'associer dans la construction de la politique publique ceux qui vont la mettre en œuvre et de ne pas être dans cette dichotomie. Et c'est vrai en particulier dans le champ des compétences décentralisées, où aujourd'hui les habitudes administratives font qu'on sollicite les acteurs locaux, souvent sur la base de réformes qui sont déjà presque ficelées, presque arbitrées. Et qu'au fond, finalement, le dialogue avec les élus, alors qu'ils soient de territoires métropolitains ou de territoires ultramarins, ce dialogue, il arrive presque en fin de course, là où tout est déjà presque calé. Et au fond, notre message, et ce sur quoi on a insisté dans l'étude, c'est de dire cette méthode, dans un univers qui assume la décentralisation, elle doit d'abord commencer par construire des agendas communs. Et on donne cette illustration sur deux politiques publiques qui nous semblent majeures dans les années à venir. La transition écologique, qui ne se fera pas sans les acteurs locaux, et le vieillissement, qui là aussi, compte tenu de l'éclatement des compétences, etc., ne se fera pas sans les acteurs locaux, en métropole et en outre-mer. Et donc ça c'est presque une petite révolution, finalement, de réussir à construire des agendas communs et de ne pas mener le dialogue uniquement quand tout est ficelé. Madame la Présidente, je n'ai pas répondu à Madame la Sénatrice sur les appels à projets. Alors, nous avons des développements sur les appels à projets qui ne sont pas très positifs. Donc, nous nous retrouvons dans ce que vous avez dit. Et il nous a été indiqué, notamment par des représentants d'associations, que les appels à projets, alors qu'on élabore à tous les niveaux, mais enfin, ils sont souvent quand même élaborés au niveau national, sans tenir compte déjà des spécificités locales. Mais ensuite, on les utilise à tous les niveaux. Et on met les gens en concurrence, alors que souvent, il vaudrait mieux que des associations se mettent ensemble. Parce que ce sont des acteurs, hein, les associations, très souvent aussi du dernier kilomètre. Hein. On parlait du vieillissement, notamment dans le cadre de l'aide aux personnes âgées, de l'aide à domicile. Eh bien, il vaudrait mieux utiliser d'autres choses, d'autres voies. Nous disons par exemple l'appel à manifestation d'intérêt, que ces appels à projets qui partaient, nous le savons bien, d'une intention tout à fait louable. Il s'agissait de rationaliser un peu ce que l'on faisait pour répondre à des dérives ou à des critiques. Mais je dois dire que la plupart des personnes que nous avons auditionnées se sont montrées très sceptiques vis-à-vis des appels à projets, que nous en avons rendu compte de cette manière. Voilà, j'avais oublié cela et tous les trois nous disions « Ah, les appels à projets !» Donc je voulais quand même en parler. Voilà. Merci, merci, vraiment. Non, mais c'est intéressant parce que notre collègue Wilfried a posé une question et j'aimerais juste revenir un peu. Puisque le président Fabien, c'est bien ça, hein, votre nom, non Reynaud, Fabien Reynaud, c'est votre prénom, répond que vous avez jugé à cadre constant. On a compris ça. Il pose une autre question où je crois comprendre ça.
qu'il y a déjà une conception de l'autonomie qui est différente ici et là-bas. Vous avez une conception qui est française et qui était meilleure à l'époque l'anglaise. Vous prenez ou vous demandez à assurer en autonomie telle ou telle politique, l'Angleterre vous lâche totalement, vous vous débrouillez. La France, n'était pas ça. Même si il y a des dotations moindres. Et lorsqu'il y a urgence, il y a nécessité, l'État se substitue, on l'a vu dans la gestion du Covid en Polynésie. L'État empiète et l'État ne finance pas toujours, sauf dans l'affaire du Covid, où c'est vrai, l'État s'est substitué. Lorsqu'on a cette conception de l'autonomie qui consiste à dire l'égalité pour moi transcende les statuts. Égalité, c'est la devise de la République. Mais si vous prenez un statut d'autonomie, vous avez moins d'argent, pour être clair et un peu trivial. Vous avez moins d'argent. Et l'État interprète cette conception de l'autonomie à sa manière. Comment réfléchir au premier et au dernier kilomètre si déjà, au départ, la conception n'est pas la même sur le périmètre de l'autonomie? On a ce problème-là. Et d'ailleurs, je peux vous dire, c'est un frein pour l'évolution institutionnelle ou l'évolution statutaire chez nous. On dit, ah ouais, l'autonomie, non, laissez ça pour la Polynésie, il n'y a plus d'argent, non, on n'en veut pas. Bon, voilà. Donc c'est pour que je lise autrement votre rapport pour voir si je peux tirer des choses très... Je dirais, je n'entrerai pas sur un terrain qui pourrait être politique, je dirais simplement que je crois qu'il faut à ce moment-là commencer par partager des constats, porter des diagnostics communs, unifier son langage. Il faut quand même que l'on parle de la même chose. Et donc ça, c'est le début de la co-construction. Alors Mélanie Villiers a parlé des agendas partagés. Moi, je dirais déjà aussi des diagnostics partagés, et donc avec des approches qui sont les mêmes. Parce que si vous avez déjà, si vous donnez des... Enfin, si vous n'êtes pas d'accord sur le diagnostic, ça pose un vrai problème. Comment pourrez-vous construire quelque chose ensemble ensuite? Donc il faut partager les diagnostics. Ensuite, sur cette base, se donner le temps de s'écouter les uns les autres. Et effectivement, et je crois qu'on serait content de terminer là-dessus, et se faire confiance à tous les niveaux, respectivement et réciproquement. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Je vais clore l'audition sur ces belles paroles, mais j'ai le sentiment, et je pense qu'il est partagé par mes collègues, d'avoir été enfin entendu et compris. Parce que c'est difficile, et mes collègues pourront le confirmer, et vraiment, c'est de bon augure pour la suite de ce travail. Merci à vous. Madame la Présidente, vous ne pouviez pas nous faire un meilleur compliment et un plus beau compliment. Merci pour votre attention, merci pour vos questions, et vraiment, nous sommes, vous le voyez, je suis même un peu émue d'avoir entendu cela. Merci encore.